Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À ce paysage, ma nostalgie. Abanga est le nom du village que j'aimerais, quel que soit mon âge, me ressourcer dans ces forêts. Je reviendrai. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine de ce mardi soir. À la une de l'actualité, nous irons directement au Cameroun où la polémique enfle donc autour du nombre des victimes. Issa Chiroma, le ministre de la Communication, a par ailleurs porte-parole du gouvernement, soutient qu'il n'y a pas eu plus de 10 morts dans ces affrontements qui ont eu lieu dimanche dernier entre les forces de l'ordre et les manifestants qui revendiquent déjà la sécession. Et pour nous accompagner dans ce magazine, nous sommes avec un confrère, il s'appelle Abdelaziz Moundé Djibam, il est journaliste, activiste dans les réseaux sociaux, il est analyste des questions africaines et ce soir, il va nous présenter donc la révolution des oiseaux. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir Juvénal Noël. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de votre disponibilité. Pourquoi le titre La Révolution des oiseaux? Alors oui, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi mon activité au quotidien puisque en plus d'être journaliste, je suis consultant dans le domaine des relations internationales et stratégiques. Donc j'observe avec beaucoup d'intérêt sur le plan professionnel, sur le plan citoyen, sur le plan politique et journalistique, l'évolution, l'actualité africaine, camerounaise et celle de cette diaspora. Et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, depuis quelques années, il y a une amplification, un écho de plus en plus important des questions qui concernent l'Afrique, pour ma part, l'Afrique, le Cameroun et donc sa diaspora. Et donc à travers les réseaux sociaux, il y a une libération de la parole, il y a une circulation de la parole, des images, du sens, des symboles, etc. On a, par exemple, dans la crise anglophone au Cameroun, aujourd'hui, les réseaux sociaux qui sont un élément déterminant. Aziz, je me permets de vous couper. Quand on vous suit, on voit la somme d'informations que vous apportez à ceux qui ne sont pas au Cameroun, à ceux qui vous suivent aujourd'hui. Et quand vous parlez, par exemple, de la crise anglophone, très récemment, nous avons eu la possibilité de détecter qu'il y a une bonne part d'intox et pourtant, il y a aussi de l'information. Je voulais revenir sur la révolution des oiseaux. D'abord, qu'est-ce que c'est? Oui, alors là, j'étais en train d'expliquer un tout petit peu en prenant des exemples. C'est-à-dire que j'ai pris l'exemple de la crise anglophone. Il y a eu la catastrophe du Zeka. Il y a eu la Foumateke, cette femme à qui on a ouvert le ventre à Douala en mars 2016 pour extraire des enfants parce qu'elle était
pratiquement morte. Alors, à travers les réseaux sociaux, on a des Camerounais qui parlent, qui s'informent, qui circulent. Il y a aussi l'intox, il y a aussi de la fausse information, des fake news. Alors, je me suis dit, après que le président Biya ait qualifié un certain nombre de Camerounais d'oiseaux de mauvaise augure, notamment ceux qui étaient actifs sur les réseaux sociaux, ceux qui prenaient la parole, et qualifié cela d'oiseaux de mauvaise augure, j'avais apporté une réponse au président en corrigeant un tout petit peu, en nuançant un tout petit peu son propos. C'était en 2014. Et en nuançant ce propos, en 2015 également, après son discours à la jeunesse, j'ai pensé qu'il était utile que ce qui se passe sur les réseaux sociaux soit beaucoup plus crédible, soit beaucoup plus fluide et soit beaucoup plus utile à la communauté nationale. C'est-à-dire que il y a des idées qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a des personnalités, des personnages qui émergent, il y a aussi des initiatives qu'on peut monter à travers les réseaux sociaux. À titre personnel, j'ai organisé des rassemblements, j'ai mobilisé des concitoyens à partir des réseaux sociaux, sur l'affaire Koumateke, sur Ezeka, sur la Sierra Leone, etc., etc. On a pu collecter de l'argent pour le jeune Ibrahim Bello, par exemple, qui avait été torturé par la police à Ambessa, au Cameroun, dans le centre du Cameroun, et qui, grâce effectivement à la mobilisation sur les réseaux sociaux, a pu avoir gain de cause puisqu'il a été totalement élargi des soupçons de vol qui pesaient sur lui, et il a été pris en charge aujourd'hui par l'État du Cameroun. Et beaucoup de Camerounais se sont mobilisés pour cotiser de l'argent en ligne pour le soutenir. Donc la révolution des oiseaux, c'est aussi cela. C'est-à-dire qu'il ne faut plus stigmatiser ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Il ne faut plus stigmatiser les Camerounais parce qu'ils ont une activité assez foisonnante en ligne. Mais il faut voir à travers cela qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent apporter dans l'information. Il y a beaucoup de gens qui font de la revue de presse, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, quand on voit une de presse, elle peut conduire également à aller acheter le titre. Il y a beaucoup aussi qui diffusent l'information. Parfois, c'est sujet à caution puisqu'il y a beaucoup de dérives. Juvenal Noël, il y a des informations qui sont des fake news, il y a de la manipulation, il y a de l'intox. Il faudrait aussi que dans le deuxième âge des réseaux sociaux africains et camerounais, que nous fassions plus attention, qu'il y ait des filtres, qu'il y ait des modérateurs, qu'il y ait des détecteurs justement d'intox. Ça, c'est parce qu'il y a des journalistes de grande qualité au Cameroun. Et donc, je pense que la révolution des oiseaux aussi, c'est cela. C'est-à-dire que... Oui. Voilà qui est dit, que la révolution, c'est justement ce travail de fond que vous faites. Mais cependant, voyez-vous, il y a des fake news, comme on les appelle. En fait, c'est de l'intox. Et pour ceux qui n'ont pas les outils que vous possédez aujourd'hui, que vous et moi avons, c'est-à-dire être à même d'aller recouper une information à une seconde ou une troisième source, comment faire? Comment s'orienter? Alors oui, parce que là, il y a par exemple Le Monde, le journal Le Monde, qui sont des confrères, ils ont mis en place les décodeurs du Monde. C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent, donc les décodeurs permettent à ceux qui sont abonnés ou qui peuvent aller justement sur le site du Monde d'aller vérifier une information. Il y a aussi des journaux, plusieurs grands journaux aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Italie maintenant, qui se sont mis ensemble pour pouvoir vraiment lutter contre justement la prolifération des fake news. C'est-à-dire que vous savez, ces informations qui sont en apparence vraies, qui viennent de sites et de pages Facebook qui ont une sorte de visage professionnel comme ça. Pourtant, ce sont des informations d'officine, d'informations qui ont des buts bien avérés, c'est de manipuler l'opinion. Alors donc, du coup, pour nous, au Cameroun, en Afrique et dans sa diaspora, il faudrait que beaucoup plus de professionnels s'intéressent à cela. Que les journaux africains aussi, justement, travaillent pour que leur page Facebook soit crédible, draine du trafic sur leur page, des visiteurs, des abonnés. Et ça demande aussi que les journaux en Afrique, sur le continent, puissent avoir des stratégies digitales. C'est-à-dire que parfois, on a regretté que les journaux aient manqué le coche des années 2000-2010, où les journaux devaient migrer vers leur version en ligne. C'était plutôt la reproduction du support papier, alors qu'il fallait développer une offre complémentaire du papier journal. Maintenant, les réseaux sociaux sont venus. Il faudrait que les journaux aussi puissent être accompagnés, et tout au moins dans la mise en œuvre de stratégies online. Il y a des chaînes de télévision africaines qui ont compris tout l'intérêt
des réseaux sociaux, une chaîne comme Canal 2 au Cameroun, et même la CRTV, avec la CRTV Web aujourd'hui qui est en pointe, qui a, je l'avoue, travaillé de manière assez remarquable pour pouvoir être au rendez-vous justement de la révolution numérique de ce point de vue-là. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour vous qui vous joignez à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir Abdelaziz Moundé Jibam, qui est journaliste, activiste sur les réseaux sociaux. Il est également analyste des questions africaines. Il a mis sur pied donc un recueil donc en ligne, on va le dire comme cela, post qui régulièrement il publie. Et aujourd'hui, Abdelaziz Moundé Jibam, je vous le disais tantôt qu'effectivement beaucoup de personnes vous suivent, ils s'abreuvent donc à la sous-information que vous êtes devenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais parallèlement, il y a aussi de l'intox et qu'il n'est pas évident. Il n'est pas évident du tout pour ceux qui n'ont pas les outils que vous possédez en tant que journaliste et d'investigation de pouvoir décrypter ce qui est intox et ce qui est vraiment de l'information. Vous nous disiez donc tantôt qu'il y a des sites aujourd'hui, il y a des journaux qui donnent des outils à ceux qui veulent pouvoir recouper l'information. Et j'en viens donc à cette information. Donc justement, c'est Issa Tchimorima Bakari, qui est le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement camerounais, qui soutient qu'il n'y a pas eu plus de 10 morts. Donc, il dit que c'est complètement faux, à moins que ce ne soit des morts imaginaires, des morts virtuelles. Il n'y a pas eu plus de 10 personnes, dont 5 prisonniers qui sont morts après avoir mis le feu dans leur prison, a déclaré. Donc, Issa Tchimorima Bakari, il explique que 5 autres prisonniers, donc, se sont servis d'armes contre les forces de défense et de sécurité qui, en légitime défense, ont fait usage de leurs armes. Dites-nous, quel est même le contenu réel aujourd'hui de la Révolution des oiseaux, qui paraîtra, d'après l'information que nous avons, ce sera le 10 octobre prochain, c'est bien cela? Oui, tout à fait, le 10 octobre. Alors, donc, c'est ça. Évidemment, il y a un recueil de chroniques sur différents sujets, géopolitique, politique, citoyen, culturel, économique, avec un regard pluriel, puisque c'est plutôt une manière de voir, sont des billets d'humeur parfois, des coups de gueule, des analyses. Donc, il y a un foisonnement dans vraiment une palette assez large dans les genres, les styles que j'utilise pour observer la réalité africaine, camerounaise et sa diaspora ou l'actualité internationale en lien avec l'Afrique, puisque il y a ce prisme-là que j'utilise ou que je prise. Alors donc c'est cela. Et puis donc je l'ai assorti d'une réflexion effectivement sur les réseaux sociaux, leur évolution, leur dynamique, les dérives. Que disent les réseaux sociaux aujourd'hui sur la vie citoyenne, la vie politique, sur le Cameroun, sur l'Afrique. Est-ce que la question du médium qu'est Internet aujourd'hui ou etc. elle est déterminante dans la construction ou la fabrication de l'information? Est-ce que ceux qui l'utilisent sont, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit, Juvenal Noël, sont outillés effectivement pour décrypter une image, prendre la distance, parce qu'il y a une viralité, parfois beaucoup de recherches le buzz, et donc du coup ils ne vont pas très très loin dans la recherche de l'information. Les gens sont friands tout simplement de nouveautés, de sensationnels, et il y en a qui leur servent cela sur les réseaux sociaux. Donc je fais une réflexion pour prendre du recul et de la distance vis-à-vis de moi-même et de nous-mêmes, puisque sur ma page il y a des confrontations, des débats d'idées. Moi j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui avec qui je suis lié sur le plan intellectuel, culturel et citoyen, parce que nous nous sommes rencontrés, croisés, nous avons croisé nos regards, nous avons ferraillé même sur ma page, et parfois on trouve des points de convergence, parfois nos divergences aussi paradoxalement nous rapprochent, parce que nous sommes des hommes passionnés par les idées, par le débat, et ce que devrait être en principe le Cameroun, l'Afrique et puis sa diaspora, puisque nous militons, je milite personnellement pour que la question de la démocratie en Afrique soit assortie de la prise de parole citoyenne par différents moyens. L'information que je lisais tantôt sur le Cameroun, où le porte-parole du gouvernement, qui est le ministre de la Communication, qui déclare qu'il n'y a pas eu plus de 10 morts. Lorsqu'on a un cas pratique comme celui-là. Enfin, je veux dire qu'il y a une polémique, une controverse, et c'est classique. C'est-à-dire que le gouvernement au Cameroun, ou comme ailleurs, sur le continent, conteste toujours le nombre de blessés, de morts, enfin le bilan qui est donné, parfois par les manifestants ou ceux qui se révoltent.
Là, il y a une situation qui est très très claire. Moi, je comprends pas pourquoi le ministre de la Communication s'évertue toujours à s'entêter. L'autre jour, il a regretté un tout petit peu ses vues sur la crise anglophone. Je pense qu'il faut cesser cette arrogance, ce mépris. Un seul mort au Cameroun, c'est un mort de trop dans cette situation. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir s'il y a eu 32 morts, comme effectivement les sources locales l'indiquent aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait vérifier encore plus ce chiffre-là. 18 morts, comme l'a affirmé Amnesty International, et puis 10 morts, comme le dit le ministre Tiroma. S'il y a 10 morts, peut-être en relativisant, en disant que c'était des prisonniers, mais les jeunes Camerounais qui sont rentrés des États-Unis, de Chine, qui étaient avocats, ingénieurs récemment, qui sont morts, c'est pas simplement des photos qui circulent, mais la véracité est établie puisque leurs familles ont prononcé le deuil, ont fait l'annonce officielle de leur décès. Donc le problème n'est pas de contester ou d'engager un pugilat sur la question des morts. Le problème est que pourquoi aujourd'hui encore, depuis novembre, il y a des Camerounais qui meurent à cause d'une situation qu'on aurait pu régler doublement au Cameroun. En appliquant la constitution du Cameroun stricto sensu, la constitution de 18 janvier 1996 est très claire sur le fait que les régions sont dirigées par des conseils élus. C'est-à-dire qu'à la tête du nord-ouest et à sud-ouest du Cameroun, les deux parties anglophones, aujourd'hui, on devrait avoir des présidents de conseil, un président de conseil régional élu, avec des élus qui gèrent les politiques régionales dans les domaines où les compétences sont transférées par l'État. Deuxièmement, les délégués du gouvernement qui sont nommés à travers la République. Nous sommes l'un des seuls pays, l'un des rares pays où, après qu'on ait élu le maire, on nomme encore un délégué du gouvernement par le président nomme un délégué du gouvernement qui n'a pas l'onction populaire, qui n'a pas la légitimité populaire, mais qui est celui qui gère effectivement les budgets des grandes agglomérations au Cameroun, dont Limbe, Bamenda en l'occurrence. Alors c'est un problème. On ne peut pas 27 ans pratiquement après la réintroduction du multipartisme, après l'élection municipale, après les élections de 92 et de 96, où il y a véritablement multipartisme, on ne peut pas avoir aujourd'hui ce type de situation. C'est absolument intolérable. Ça n'aurait pas enlevé toutes les frustrations des populations anglophones au Cameroun, mais ça aurait tout au moins atténué, de mon point de vue, et ce point de vue est largement partagé. Et il y a la question du fédéralisme. Il y a une confusion qui est installée dans l'esprit des Camerounais entre la sécession et le fédéralisme. Quand on dit que le Cameroun est un pays uni et indivisible, les États-Unis sont un pays uni et indivisible, mais c'est un pays fédéral. Le Nigeria, c'est un pays uni et indivisible, mais c'est un pays fédéral, comme le Canada ou la République fédérale d'Allemagne. Ceux qui sont sécessionnistes aujourd'hui sont des gens aussi qui sont poussés à bout et qui sont dans un dialogue de sourds entre les faucons du régime qui ont nié de manière arrogante l'existence d'un problème anglophone l'année dernière, donc en fin d'année dernière, entre novembre et maintenant, et ceux effectivement qui ont jailli et qui ont profité justement du fait que les avocats, les enseignants du consortium qui avaient été bastonnés et embastillés par la suite, quand ils étaient en prison, qui a pris c'était le vent en poupe pour les sécessionnistes. On ne s'étonne donc, je comprends pas pourquoi on s'étonne aujourd'hui que ces gens aient pris du poil de la bête, et soit ceux qui en imposent, ils étaient minoritaires au départ. Maintenant, on va pinailler sur la question du nombre de morts. Non, mon cher Juvélan Noël, le Cameroun est en profonde crise de ce point de vue-là. Il faudrait qu'on soit conséquent. Il faut plus qu'il y ait des morts pour une situation comme celle-là qu'on aurait pu régler et qu'on peut, de mon point de vue, encore régler à travers un dialogue national où on va poser la question de la forme de l'État, où on va poser la question de la décentralisation, quelle forme, régionalisation ou fédéralisme, et pour qu'on puisse décrisper la situation, parce que tel qu'on est parti, vraiment les esprits sont raides, les esprits sont échauffés, et je crains que les escalades ne soient à l'horizon. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour vous qui vous joignez à nous à ce moment, nous recevons donc Abdelaziz Moundé Jibam. Il est journaliste. Il est également activiste sur les réseaux sociaux. Analyse des questions africaines. Il nous apporte régulièrement son éclairage sur les questions de politique africaine et autres. Ce soir, donc, il nous éclaire donc sur
La situation que vivent les Camerounais dans la zone anglophone, également, on a un regard sur son nouvel recueil de chroniques en ligne intitulé La révolution des oiseaux. Voyez-vous, à la question de savoir donc, voilà, s'il y a eu 10 morts au moins de 10 morts au Cameroun, vous nous éclairez autrement, c'est-à-dire qu'en fait, cette réponse du ministre camerounais cache encore un autre problème, à savoir, lorsqu'il y a un mort au Cameroun, en fait, on a l'impression que il y a des vies qui comptent, d'autres qui ne comptent pas du tout. Et c'est pas du tout évident pour ceux qui n'ont pas les outils que vous possédez. Et justement, j'aimerais vous poser la question de savoir, dans ce cas concret, est-ce qu'il est encourageant de mettre toutes les informations dont on dispose sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Alors, c'est une autre. Enfin, moi, je pense que c'est un défi éthique pour ceux qui ont une formation journalistique de pouvoir apprécier si oui ou non on peut diffuser ou publier une image sur les réseaux sociaux. Je pense que la question déontologique, elle peut s'appliquer à ce niveau pour ceux qui sont journalistes, je dis bien. Mais on n'est pas tous journalistes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui publient. Facebook est un outil gratuit. On y accède gratuitement. Il suffit d'avoir un email et puis vous avez la possibilité d'avoir un compte et de publier autant que vous voulez, ce que vous voulez, etc. Depuis quelques mois, Facebook fait un filtrage qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand ils estiment qu'une image est choquante, elle est attentatoire aux mœurs ou à la sensibilité, eh bien, les images sont bloquées. Il y a aussi des outils de signalement. Vous pouvez signaler une image si vous estimez qu'elle est à la fois offensante, blessante ou tout simplement si elle est sensible, trop sensible de votre point de vue. Et donc, les modérateurs sur Facebook ou à travers les algorithmes qu'ils mettent en place permettent effectivement de pouvoir retirer, donc tout au moins de juger, d'apprécier et donc de retirer le cas échéant. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de formation. Il faut former aussi à l'usage des réseaux sociaux. Ça commence à se faire timidement, mais il y a aussi une montée en puissance d'un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Ça et là, je citais tout à l'heure le cas du journal Le Monde en France avec les décodeurs, d'alliances et de consortiums de journaux qui se mettent ensemble comme ça pour lutter contre les fake news. Mais il y a aussi d'autres initiatives citoyennes de gens qui mettent en place des filtres, signalent des informations, alertent et puis également forment sur l'usage des réseaux sociaux. Donc je pense que de ce point de vue-là, pour Bamenda, pour la situation dans le monde, dans la partie anglophone du Cameroun depuis le 1er octobre, effectivement, il y a une profusion d'images absolument horribles qui heurtent véritablement la sensibilité. Souvent, on voit très bien que le réflexe, c'est souvent quoi? C'est de pouvoir anticiper sur les réactions officielles parce que on a l'impression que les bilans officiels vont biaiser un tout petit peu la réalité sur le terrain. Je prends un exemple simple pour terminer sur cette séquence, c'est celui de la catastrophe des États. Il y a des familles qui réclament encore aujourd'hui des corps. Pourtant, il y a un bilan officiel de 79 morts. Je pense que tout le monde le sait. Le bilan qui a été établi officiellement était de 79 morts issus de la catastrophe donc des États le 21 octobre de l'année dernière, donc 2016. Et aujourd'hui, on a, par exemple, on a le cas de Maître Dissaké qui a perdu sa femme dans l'accident et qui demande encore où est passée sa femme et qui avait bel et bien pris le train au départ de Yaoundé. Donc, en fait, voilà, des situations comme celle-là sont telles que les gens par réflexe publient des informations pour anticiper, pour qu'il n'y ait pas de manipulation ultérieure. Mais je crois que il faudrait que de manière conséquente qu'on travaille. Je pense que la question des réseaux sociaux aujourd'hui, il est acquis que elle est incontournable. On voit que à la présidence de la République du Cameroun, il y a un compte Twitter, une page Facebook et un site internet qui sont modernes, comme beaucoup de chefs d'État africains qui ont adopté cet outil de communication. On voit l'un des meilleurs Twitter, meilleur en termes de volume, c'est Donald Trump aux États-Unis qui communique finalement par cet outil-là. On a vu le rôle de Facebook dans la campagne de Barack Obama et aujourd'hui, les enquêtes qui sont entreprises par le Congrès américain pour voir si oui ou non la Russie aurait influencé l'élection américaine via l'achat massif de publicité sur Facebook. Donc,
ce n'est plus simplement une question anecdotique, hein. Juvénal Noël, vous en conviendrez, ce n'est plus simplement une question d'information comme ça, de légère ou de détente. Non, ce sont des éléments structurants aujourd'hui sur le plan de la géopolitique. On a vu comment Daesh et les organisations terroristes utilisent les réseaux sociaux. On a vu également, avec l'exemple que je citais tout à l'heure, son impact dans les élections aujourd'hui et même dans la circulation des informations citoyennes en Afrique. Donc, vraiment, c'est un outil à prendre très, très au sérieux désormais. Il est clair que cet outil est à prendre très au sérieux et que ce qui se note aujourd'hui, c'est que les personnes, lorsqu'elles ont une information, se ruent d'abord, ou plutôt régulièrement et prioritairement sur les réseaux sociaux pour en vérité la véracité. Et c'est là où donc en fait le travail de ceux qui sont comme vous est très important, au sens qu'il faut des personnes à même de décrypter et d'orienter en fait ceux qui sont en quête d'une information. Abdelaziz Moundé, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, c'est moi pour qui dit merci pour la régularité et puis surtout la confiance que vous me faites. Alors, la Révolution des oiseaux est-elle disponible déjà sur le marché? Alors, la Révolution des oiseaux, c'est la sortie officielle, c'est le 10 octobre. Elle sera disponible sur des plateformes Amazon et les plateformes habituelles. Il y aura un certain nombre de points de vente puisque j'aurai l'occasion, à l'occasion de ce lancement-là, je vais donc également lancer ma maison d'édition, Tchanini. Voilà, merci beaucoup. Donc, je profite de votre antenne pour faire un peu de... C'est pas un tort. C'est pas un tort. Quand on connaît le travail que vous faites, on se dit, il serait intéressant qu'effectivement, les maisons d'édition soient détenues ou plutôt par des personnes qui font un travail, on va dire, assez objectif, ce qui est bien. Exactement. Il faut le dire. Et préciser également que sur Tam Tam Tropical, quand c'est intéressant, on le dit, et quand cela est inintéressant aussi, on le dit, même si cela nous attire souvent des foudres. Merci encore et bon vent. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Une fois de plus, bonsoir pour vous qui vous joignez à nous à ce moment. Nous étions, avant donc cette production musicale, nous étions avec Abdelaziz Moundé, notre confrère, qui depuis Paris donc nous parlait donc de son nouveau recueil de posts qu'il fait en ligne sur les réseaux sociaux. Le titre est La Révolution des oiseaux. Nous allons directement sur le continent où en RDC, donc les violences en République démocratique du Congo ont poussé près de 3400 personnes à fuir vers la Zambie en un mois. C'est inquiété donc ce jour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'agit donc du plus grand afflux de réfugiés observé au cours de ces 5 dernières années selon l'organisation. Les gens fuient les affrontements interethniques ainsi que les combats entre les forces de sécurité congolaises et les milices, a expliqué Andrzej Majcik, un porte-parole du HCR. La plupart donc d'entre eux viennent des provinces du Haut-Katanga et de Tanganyika. Beaucoup d'en souffrent de malnutrition, de paludisme, de problèmes respiratoires, de dysenterie et de maladies de la peau, a indiqué l'instance des Nations Unies. Dans un rapport au Conseil de sécurité publié dans ce mardi, il s'est donc dit profondément préoccupé par la reprise des violents affrontements entre les groupes armés signataires de cet accord. C'est Guterres qui note dans l'absence de progrès, malheureusement, dit-il, presque aucun progrès n'a été réalisé dans l'application de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, a-t-il signalé. Le patron des Nations Unies regrette en particulier l'absence de progrès administratif et institutionnel à Kidal, dans le nord du pays, et à Tombouctou, dans le centre. Antonio Guterres donc a également dénoncé dans le document des turbulences politiques qui ont entouré le référendum constitutionnel. Et c'est le chef d'opposition zimbabwéen Morgan Tsvangirai donc qui était soigné depuis mi-septembre en Afrique du Sud, qui est sorti de l'hôpital, a indiqué dans son porte-parole ce jour. Il a quitté l'hôpital lundi et va bien. Il est hors de danger. Il sera donc bientôt de retour chez lui, a déclaré dans Luc Tamborinyoka, sans préciser quand l'ancien Premier ministre allait rentrer au pays. Morgan Tsvangirai, 65 ans, avait été évacué d'urgence en Afrique du Sud où il a été hospitalisé depuis septembre dernier. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
Nous rentrons dans le dernier cas de notre magazine et nous repartons donc sur le continent et c'est au Togo une fusillade donc a éclaté en fin de matinée. Ce mardi au grand marché de Lomé au Togo, il n'y a pas encore eu de bilan officiel mais certaines informations. Ces informations donc de témoins du spectacle font état d'une victime tuée par balle et de 2 blessés pris en charge par les services de santé qui sont arrivés sur le lieu. On ne sait pas encore ce qui s'est passé réellement, mais des images montrent les forces de l'ordre sur les lieux du drame et une foule de curieux qui s'affairait donc autour d'un corps gisant dans du sang à terre. Il s'agirait apparemment d'un civil. Et c'est toujours au Togo où l'opposition a donc appelé à de nouvelles manifestations massives les 4 et 5 octobre prochains pour exiger des réformes constitutionnelles après des semaines de mobilisation populaire contre le régime de Faure Gnassingbé, selon un communiqué publié samedi dernier. Pour en parler ce soir, notre invité est donc Monsieur Raymond Aïvi, qui est le président du CMDT, entendu donc le Conseil mondial de la diaspora togolaise. Raymond Aïvi, bonsoir. Bonsoir, Tantan Tropical de Radio Pluriel Lyon. Merci de me recevoir et bonsoir aux éditeurs. Merci à vous. Alors, dites-nous, ça fait plusieurs semaines que l'opposition manifeste. La répression se fait dans le sang. Il faut préciser que dans le CMDT donc, est proche de l'opposition, c'est bien cela? Vous savez, je vais vous dire, le CMDT est construit sur des bases de démocratie, d'état de droit. Le triptyque qui fonde les valeurs du Conseil mondial de la diaspora togolaise créé en 2009 à Bonn, en Allemagne, sont l'état de droit, oui, l'intérêt général, oui, développement harmonieux du Togo, oui. C'est sous ces valeurs de triptyque que le CMDT est fondé. Donc, toute personne, citoyenne du Togo et qui croient en ces valeurs-là sont les bienvenus puisque ces valeurs transcendent normalement toute obédience politique. Voilà des semaines, comme on le disait tantôt, que l'opposition togolaise manifeste. En revanche, on a l'impression que cela laisse imperturbable le pouvoir en place. Outre ce qu'on note, c'est-à-dire la répression sanglante. Permettez-moi de dire tout de suite que il faut arrêter l'hémorragie. L'hémorragie au Togo, elle devient trop préoccupante. Cela fait 50 ans que cela dure. Le sang des Togolais continue de couler et il faut qu'à un moment cela s'arrête. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui. On est au 21e siècle et on ne peut pas bâtir une gouvernance sur la terreur, sur la violence brute, sur la peur qu'il faut semer ici et là. Je vais vous raconter, je vais simplement prendre dans l'histoire récente ce qui s'est passé sur le campus il y a de cela quelques mois, juste avant l'été. Il s'est fait que les étudiants voudraient faire une assemblée générale. Les forces de l'ordre ont débarqué sur le campus où les étudiants étaient appelés à faire une assemblée générale et ils ont violenté les étudiants sous le couvert qu'ils faisaient ce qu'on appelle de la casse sur le campus. Je puis vous dire que le CMDT a fait une sortie assez éloquente en demandant à ce même gouvernement d'arrêter de violenter les étudiants. Les étudiants sont quand même dans leur droit de revendiquer ce qui émane quand même de leur droit élémentaire pour être dans les bonnes conditions d'études. L'ironie de l'histoire, c'est que les mêmes gouvernants aujourd'hui, y compris le Premier ministre lui-même, Edmond Selom Komi Glassou, je crois savoir que lui-même, il a l'émanation même donc de promotion donc de militantisme étudiant
Et c'est sur ces mêmes campus qu'il a été un des grands responsables des étudiants. Et si les étudiants ne peuvent pas se réunir sur un campus, où peuvent-ils organiser leur assemblée générale? Donc la violence, le sang a beaucoup coulé au Togo. Il faut bien une parole forte. Et cette parole, c'est le mot que j'adresse solennellement ce soir à M. Faure Gnassingbé. Le peuple togolais attend cette parole. Il me semble que une parole de paix, une parole qui doit satisfaire la revendication profonde du peuple togolais. Vous verrez bien que demain matin, s'il prend cette parole ce soir, demain matin, tout pourrait être pacifié au Togo. Mais si on veut continuer d'escalade en escalade cette violence, c'est sûr que de toute façon, Faure Gnassingbé ne pourra pas gagner cette bataille parce que nulle part dans l'histoire, quand on prend la civilisation romaine, etc., la violence, la terreur n'a jamais pris le pas sur le peuple. Le peuple a toujours le dernier mot et au Togo, cela ne changera pas. Le peuple finira par avoir le dernier mot. Il vaut mieux que la sagesse prenne le dessus et que cette parole qu'attend le peuple depuis 12 ans maintenant, bientôt 12 ans. Vraiment, Yvi, excusez-moi de vous couper. J'entends ce que vous dites. Ce que vous dites est clair, c'est audible. Mais disons-nous que les choses clairement. Voilà à peu près 5 décennies, le peuple s'exprime. On a l'impression qu'on a une dynastie en place de Gnassingbé à Faure et à Dema. Ils sont là, le peuple, comme vous le dites, le peuple, il parle. Cependant, ces dirigeants semblent sourds. Quelle efficacité, quel crédit apporte? Je veux dire, même pas que crédit, mais le crédit il y est, on comprend que c'est légitime. Cela semble inefficace. Jusqu'à quand le sang continuera à couler? C'est ce que disent aujourd'hui les jeunes. La jeunesse dit aujourd'hui qu'il faut en découdre avec cette gouvernance, avec ce clan, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, ce que Faure Gnassingbé lui-même a appelé cette minorité pieuse, c'est lui-même qui l'a dit dans un discours solennel, un 27 avril, jour d'indépendance du Togo, que oui, il en est conscient qu'il y a une minorité qui s'enrichit sur le dos du reste de la population. Sauf qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Permettez-moi de citer cet adage togolais qui dit « À force de laisser l'eau longtemps dans la bouche, elle devient salive ». C'est-à-dire, je pense que c'est justement le fait d'avoir de s'être enfermé dans ce mutisme de non-réforme, dans ce silence qui ne prend pas l'anticipation de pouvoir opérer les réformes nécessaires depuis 2005, en passant par l'APG, l'accord politique, les accords politiques globaux sous l'égide de Blaise Compaoré que l'opposition avait accepté. Et cela fait 11 ans que ça dure, aucune application. Mais je peux encore vous citer un exemple qui est récent. On a demandé à l'Église catholique. J'ose croire que vous avez appris la dernière sortie donc de la conférence des évêques au Togo. Rappelez-nous-la, s'il vous plaît. La conférence des évêques au Togo a fait une sortie il y a quelques jours en demandant fortement à Faure Gnassingbé d'appliquer ce que demande le peuple togolais, simplement, c'est-à-dire de ramener en lieu et place la constitution de 1992 que le peuple s'est octroyée en 1992. Et figurez-vous que le papa de Faure Gnassingbé et Adema lui-même, il avait appelé le peuple togolais à voter cette constitution et cela s'est fait à plus de 97, presque 98%. Voyez-vous, donc aujourd'hui, cette constitution a été complètement vidée de sa substance et c'est la constitution toilettée et dont se réclame aujourd'hui Faure Gnassingbé son régime et depuis 12 ans, il veut perpétuer son régime. Mais aujourd'hui, la question fondamentale est de savoir, sommes-nous toujours dans une république au Togo? Si oui, il faudrait bien que cette hémorragie inutile du sang des Togolais cesse et que nous puissions nous retrousser les manches ensemble pour mettre ce pays sur les voies de l'évolution, les voies de la modernité,
les voies du développement intégral. J'entends. Savez-vous, je vais vous dire. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, personne ne veut la mort du petit cheval, si je peux m'exprimer ainsi. Faure Gnassingbé, personne ne veut sa tête. S'il décide aujourd'hui, avec toute la dignité que cela suppose pour la fonction présidentielle, de dire, j'ai enfin écouté, comme sait le faire ceux qui sont restés dans l'histoire, ceux qui sont entrés dans l'histoire par la grande porte, s'ils donnent cette parole forte dont je vous dis, je pense que les Togolais, vous savez, ce sont des pacifistes. Ils ne veulent pas lui couper la tête. Il fera en sorte qu'on aurait besoin aussi de gens de RPT unir demain si peu qu'ils décident de se convertir à l'intérêt général. Raymond et Yves, j'entends ce que vous dites, mais voyez-vous, cela rend quand même aussi avec ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, puisque fort curieusement, ce sont les informations que nous recevons de ces réseaux-là qui, généralement, on a besoin d'être qu'ils soient recoupés. Dans la première partie de ce magazine, on recevait donc un journaliste, un confrère, qui a mis sur pied donc un recueil de ses posts sur les différentes informations qu'il donne sur les réseaux sociaux, qu'il n'est pas évident de pouvoir décrypter, de savoir ce qui est intox, ce qui est info. Sur les réseaux sociaux, on a vu des gestes qui sont culturellement très forts. On a vu des dames, des mamans togolaises faire des gestes de malédiction, dire des imprécations qui étaient pratiquement dénudées. Quand vous dites que personne ne veut sa tête, je ne mets pas en doute ce que vous dites, mais sans être pessimiste, je crois qu'au point où en sont les choses au Togo, on en vient à s'inquiéter. Je rappelle à ceux qui prennent le train en marche que nous recevons donc Raymond Aïvi, qui est le responsable en France du CMDT entendu, donc Conseil mondial de la diaspora togolaise. Il nous éclaire donc sur la situation conflictuelle qui sévit au Togo, les vives de tensions et que depuis des semaines, le peuple est dans les rues et la réponse du pouvoir en place, c'est la répression sanglante. Dites-nous, est-ce qu'il y a des démarches vis-à-vis de l'ancienne colonie qui est la France? Vous savez, je vais vous dire, par rapport à la France, il y a une formule consacrée qui dit les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts, ils n'ont que des intérêts. Je pense que cette phrase venait des chefs d'État français, du général de Gaulle jusqu'à Sarkozy. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau du président Macron, nous n'avons pas réellement vu de prise de position. Vous savez, il me semble quand même que si nous avons un message à adresser au gouvernement français, le voici. On parle bien sûr d'intérêt. Je ne suis pas certain que seules les dictatures peuvent offrir toute une palette d'intérêts aux puissances ou à la France. Et il me semble bien que les démocraties peuvent mieux servir les intérêts des Occidentaux. Bon, pardonnez-moi de vous couper, il nous reste quelques secondes en une phrase. Répondez-nous. Est-ce qu'on a vu d'autres membres de l'opposition, de la diaspora qui œuvrent pour la démocratie dans leur pays? Est-ce que vous avez des démarches vis-à-vis des partis politiques en France, par exemple, dans ce sens-là, ou pas du tout? Bien sûr que on fait un travail de lobbying. D'accord. On fait un travail de lobbying et on propose que cette question de démocratie que le peuple togolais réclame, elle est intimement liée aux questions migratoires.